Lorsqu'on parle de génie, tout le monde a très rapidement des noms en tête. Généralement, on a Victor Hugo, on a Picasso, on a Mozart, on a Marie Curie, on a Einstein, et bien sûr, on a Léonard de Vinci. Et si je vous demande de me citer un génie actuel, vous aurez soit une réponse ultra niche sur un sujet que vous êtes 3 types au monde à connaître, ce qui n'enlève rien à la personne qui sera citée soit dit en passant, mais c'est quand même pas le plus fédérateur. Soit vous aurez une réponse ultra mainstream en me citant très probablement les noms des gros entrepreneurs, notamment les entrepreneurs de la tech. C'est pas un problème dans l'absolu, mais ça interroge sur une chose. Qu'en est-il vraiment de la continuité dans le temps de ces individus? Parce qu'un génie, ce qui fait qu'on en parle encore plusieurs siècles après, c'est surtout son caractère universel. C'est le concept de génie. Aujourd'hui, on a quand même du mal à retrouver cette incarnation dans une figure publique, commune, que tout le monde serait capable de citer. Si on imagine un De Vinci de notre temps, à notre époque, on devine assez facilement, ou du moins on peut le supposer sans trop de problèmes, que le personnage qui incarnerait ça, il n'aurait pas vraiment les mêmes façons de fonctionner que l'original. Il aurait sans doute pas d'atelier à Florence et il n'aurait peut-être même pas de carnet de notes en format papier. A l'inverse, on peut quand même imaginer qu'il y a de grandes chances qu'il ait, comme la majorité d'entre nous, son PC, son téléphone, sa connexion Wi-Fi. Mais en vrai, dans l'absolu, même si les outils changent, je vais vous dire, en vrai, on s'en fout. Parce que la personne qui serait l'équivalent de De Vinci aujourd'hui, un De Vinci moderne s'il existait, ce qui compterait le plus, c'est qu'il ait gardé sa seule et unique obsession, celle de comprendre réellement le fonctionnement du monde. Et ça ne veut pas dire être cultivé, ou du moins ça ne veut pas seulement dire être cultivé, mais ça veut dire avoir une compréhension qui soit profonde, sous le plus d'aspects possibles de ce qui nous entoure. Sur Léonard de Vinci, c'est pas tant le caractère ou la qualification de génie qui importe. Quand on s'intéresse un peu à sa vie, on constate que le type, il était pas forcément le plus organisé, il y a un tas de projets qu'il a initiés, qu'il a abandonnés, qu'il n'a pas terminés, il changeait d'avis sans arrêt, c'est quelqu'un qui s'ennuyait très vite. Et il y a beaucoup des profils qui ressemblent à ce que je viens de dire, qu'on qualifie aujourd'hui de personnes dispersées, de peu concentrées, voire même de personnes ayant des problèmes d'attention. Donc c'est pas la qualification qui importe. Le vrai cœur de ce qui nous intéresse sur Léonard de Vinci, c'est plutôt de savoir comment on peut essayer de comprendre le système mental qu'il a mis en place pour qu'il devienne ce qu'il a été et faire de lui l'un des plus grands génies de tous les temps. J'ai envie qu'on essaie de se poser la question de comment devenir Léonard de Vinci. Pas l'individu, mais le système. Parce que Léonard de Vinci, est-ce que c'est pas avant tout une méthode que l'on peut essayer d'aller chercher? Inspiration. Le premier élément caractéristique d'une méthode de Vinci, c'est le fait d'avoir une curiosité qu'on peut qualifier de radicale. Et je dis radicale au sens étymologique du mot, c'est-à-dire une curiosité qui revient à son essence, qui revient à la racine et à la nature profonde des choses. Pourquoi radicale? Parce qu'elle est en opposition avec la curiosité qu'on va qualifier d'Instagram ou de TikTok. Ces réseaux, ils vont certes vous proposer du contenu intéressant une fois ou deux, vous allez voir ce que vous suggère l'algo, et puis vous allez vous dire « Oh là là, c'est fou, je savais pas que les ananas poussaient de cette façon. » Et hop, dans la demi-seconde, vous aurez absolument tout oublié. La curiosité radicale, c'est une curiosité qui sert d'instrument. C'est un outil de compréhension du monde parce qu'elle va vous amener à vous poser de nouvelles questions. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Selon quelles lois? Est-ce que ce que je suis en train d'observer existe ailleurs? Est-ce qu'on peut généraliser? La curiosité, elle est incarnée comme une étape de compréhension du système dans lequel on évolue. Et je pense que la meilleure analogie pour ça, c'est de vous parler de la curiosité des enfants. Les enfants, ils vont passer leur temps à poser des questions sur tout et n'importe quoi, juste pour comprendre, parce que pour eux, tout ce qui les entoure est neuf et ils ont besoin d'en savoir plus. Je vous donne un exemple. Pourquoi le ciel est bleu? Eh bien, le ciel est bleu parce qu'il y a une boule de feu dans le ciel qu'on appelle le soleil qui fait une lumière de couleur blanche. Ouais, mais pourquoi cette lumière elle est blanche? Parce que c'est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on voit que le bleu? Eh bien, parce que dans l'air, très haut dans le ciel, ça fonctionne un peu comme un filtre à café, il y a des couleurs qui passent, d'autres qui passent un peu moins bien, et en fait, ça nous fait voir le bleu, etc., etc. Le but, c'est pas d'avoir une réponse précise, et je dirais même que c'est pas grave quand on se questionne sur un sujet d'avoir une approche un peu rapide, d'avoir une approche naïve, au contraire. Parce que la réponse rapide, c'est une première étape d'approche du mécanisme qu'il y a derrière. L'objectif final qu'on va aller chercher, c'est une démonstration. Donc la réponse rapide, c'est un intermédiaire. Elle déclenche par incidence des nouvelles questions
qui vont approfondir au fur et à mesure. Et ça, il y a un moyen hyper simple pour l'entraîner si vous souhaitez le développer, c'est d'avoir un endroit où on note ses réflexions. Alors je sais ce que vous allez me dire, vous avez déjà votre téléphone, peut-être que vous prenez des notes dedans, mais est-ce que vous allez y repasser? Ça, c'est un autre sujet. Donc, comme vous voulez, ça peut être le téléphone, ça peut être un carnet, mais l'idée, c'est de pouvoir concentrer les différentes réflexions, les différentes questions que vous pouvez avoir, et plus largement, le fait de noter vos idées, ça vous permet d'externaliser une partie de votre pensée. Votre curiosité, elle peut être dirigée sur des sujets précis, avec des angles précis, mais très souvent, ça va être quelque chose d'un peu chaotique, et c'est tout à fait normal. Le but, c'est pas d'avoir des beaux carnets, des belles notes et des belles prises de notes, des belles idées, parce que ça n'a aucune utilité si vous ne l'exploitez pas ou si vous les approfondissez pas derrière. Si vos réflexions, elles sont super organisées et qu'en plus vous arrivez à les exploiter, alors là, vous avez tout gagné. Mais de manière générale, la pensée, la réflexion, c'est une matière qui est chaotique, c'est une matière qui est vivante, qui demande à être domptée, à être exploitée, à être retraitée. Je vous donne un exemple très simple. Moi, sur l'épisode que je suis en train de vous enregistrer, j'avais des brides d'idées que j'ai mis à droite à gauche, dans mon téléphone d'ailleurs, et au fur et à mesure, en réitérant, j'ai commencé à construire la trame, je suis allé piocher des idées sur différentes sources, je me suis renseigné, j'ai croisé, j'ai commencé à construire quelque chose qui avait un peu de colonne vertébrale, et ensuite je suis repassé dessus, c'est normal, il faut que ça vive, il faut que ce soit retravaillé pour que ce soit utilisé ensuite. En externalisant une partie de vos questions, une partie de vos pensées, vous allez pouvoir permettre en fait un travail, une réorganisation, vous allez permettre des allers-retours, vous allez pouvoir éventuellement faire des schémas, des dessins, vous allez préciser, vous allez comprendre, et tout simplement ça va même vous permettre de ne pas oublier. Car il faut être conscient d'un truc, c'est que les idées que vous avez, elles sont la conjonction de pensées, de moments, d'un état mental, peut-être même d'un environnement. Bref, c'est des conditions qui sont très particulières, qui ont peu de chances de se reproduire de la même façon, donc autant capturer les idées dès qu'elles vous arrivent. Pour travailler cette curiosité que j'ai qualifiée de radicale, il y a un exercice qui est tout simple. Pendant la semaine qui vient, vous pouvez prendre un sujet qui vous tient à cœur, peu importe. Ça peut être sur votre carrière, ça peut être sur un business, sur de la créativité, ça m'est égal. Si vous ne savez pas quoi prendre, vous vous imaginez un moment où vous allez utiliser un objet, par exemple vous utilisez votre voiture, et là vous allez commencer à travailler. Vous allez vous poser des questions. Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez vous demander les causes qui ont mené à cet objet ou au sujet que vous souhaitez traiter. Autrement dit, pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Et vous allez vous poser la conséquence que ça peut avoir. Je vous donne un exemple sur la voiture. La voiture, quels sont les effets sur la mobilité? Ça fait quoi d'avoir inventé la voiture? Est-ce que le fait d'avoir inventé le moteur à explosion, le moteur thermique, ça a eu des effets sur l'automobile? Si oui, lesquels? Et l'étape suivante, ça va être de comparer. Est-ce que ce moteur, il existe ailleurs, sous d'autres formes? Et vous allez même vous poser la question du contre-argument. C'est-à-dire, ok la voiture, ok le moteur, mais quid des contres? Est-ce qu'on peut faire sans? Quid par exemple de la voiture électrique? Etc. etc. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une mécanique d'interrogation de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. L'idée, c'est de couvrir en profondeur le sujet et de chercher une logique structurelle. Encore une fois, vous aurez peut-être pas la meilleure réponse au départ, mais c'est pas grave, on s'en fout, je vous l'ai dit, le but c'est d'entraîner votre cerveau à voir les systèmes. Tentez cet exo, ça vous coûte rien, vous verrez bien où est-ce que ça vous mène, vous découvrirez peut-être ou vous approfondirez peut-être des thématiques que vous ne soupçonniez pas au départ. Le deuxième axe dans le système de Vinci, c'est celui de l'observation. Je vous apprends rien quand je vous dis qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de réaction, que ce soit au niveau de l'actualité, de la politique, des réseaux bien sûr, de l'économie, tout est réaction, réaction, réaction. On prend plus le temps d'observer pour comprendre, d'avoir une réflexion de prise de recul, de réintroduire de la complexité. Dans ce contexte-là, votre capacité d'observation, elle est évidemment mise à rude épreuve, alors même que elle est plus que jamais primordiale. C'est toujours la même chose. Le but de l'observation, c'est d'avant tout voir le monde pour mieux le comprendre. Observer le mouvement des vagues, les expressions du visage de quelqu'un qui passe dans la rue, le rythme du vent sur les plantations dans les champs. Le but, c'est de comprendre. Et d'ailleurs, l'observation, elle va vous permettre de développer une autre capacité qui y est liée, c'est la déduction. Parce que
observer pour observer, bon, c'est mignon, c'est poétique, ça amène de la méditation, de la réflexion, mais il faut bien en faire quelque chose à la fin. Dans notre idée ici, on veut comprendre, et c'est là que la déduction va entrer en jeu. Je fais un petit focus sur la déduction, car notre compréhension du monde, elle est majoritairement fondée sur ce qu'on appelle l'induction. Je vois quelque chose, j'en fais une règle, je généralise. Et c'est d'ailleurs comme ça, encore une fois, que fonctionnent les enfants. On a peu de métiers aujourd'hui qui font appel à de la déduction. Il y a les métiers d'enquête, qui doivent remonter des pistes sur la base d'un faisceau d'indices, il y a les métiers de chercheurs, mais grosso modo, c'est à peu près tout. Enfin, il y en a sans doute d'autres, mais globalement, vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même relativement peu commun. Or, si votre but c'est la compréhension, c'est l'apprentissage, il faut que vous ayez une observation approfondie. Et cette observation, elle utilise évidemment l'induction qui est notre mode par défaut, mais vous devez aussi utiliser la déduction. C'est comme ça qu'on va aller vers de la profondeur. Si je reprends Léonard de Vinci, on parle d'un type qui quand même, selon la légende, s'amusait à faire des dissections en pleine nuit pour s'assurer d'avoir les bonnes ombres sur les muscles quand il s'amusait à les dessiner après. Donc c'est quand même un délire. Là, c'est de l'observation poussée à l'extrême, je vous demande pas de disséquer des gens, on se calme, mais je me répète, observer mieux, c'est voir mieux, c'est donc comprendre mieux, et ultimement, c'est apprendre mieux. Et c'est valable dans absolument tous les domaines. Aujourd'hui, celui qui, dans le business, arrive à mieux observer son marché, il va mieux comprendre ses clients. Celui qui observe mieux son équipe, il va mieux la gérer. Celui qui observe mieux les signaux faibles, il va être mieux armé pour y faire face. Celui qui observe mieux son entourage, il pourra mieux le connaître, mieux le gérer, mieux lui faire plaisir. Alors bien sûr, c'est un coup à prendre. Ça demande un peu de travail, c'est comme tout, mais il y a tout un tas de techniques qui existent, inspirées notamment de la lecture à froid, le cold reading, qui est beaucoup utilisé en mentalisme notamment. J'avais déjà évoqué un peu la thématique du cold reading il y a, je dirais, 2-3 ans, lorsque je vous ai fait un épisode sur l'hypermarché c'est la dictature, dans lequel je vous invitais à regarder le tapis de course des gens qui avaient devant vous dans la file d'attente et qui permettait comme ça de deviner un peu certains éléments de leur vie. Il y a un exercice très simple que vous pouvez faire pour entraîner cette observation et donc ses capacités d'induction et de déduction. Vous pouvez le faire avec vos potes, avec votre famille et c'est très simple. Vous allez observer. Vous allez observer les gens, vous allez observer les comportements. Je vous donne un exemple. Vous pouvez noter 4 ou 5 micro-détails qui sont a priori invisibles au premier coup d'œil. Ça va être un tatouage qui est un peu dissimulé, ça va être une petite cicatrice, ce genre de choses-là. Et vous pouvez aussi, en étendant un peu la logique, vous amuser à deviner des éléments de vie, des éléments de contexte, comme savoir est-ce que la personne est en couple, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants. Par exemple, pour ces éléments-là, on pourra essayer de trouver une alliance ou une trace d'alliance, on pourra essayer de regarder la photo sur la coque du téléphone ou alors en fond d'écran, on pourra essayer de voir s'il y a un tatouage par exemple, est-ce qu'il y a un prénom particulier, etc. Lorsque vous êtes dans un lieu public, vous pouvez éventuellement deviner où est-ce que la personne travaille. Si par exemple, on a des stickers sur un ordinateur, si on a une tenue particulière, si on a un logo en particulier sur un vêtement, est-ce qu'on a un vocabulaire spécifique qui est utilisé? Je vous rappelle que sur le langage et le vocabulaire professionnel, j'en ai parlé dans mon épisode Inspiration Business, votre entreprise est-elle une secte? C'est tous ces éléments-là qu'on va essayer d'aller capter. Je vous parle ici d'éléments visuels très concrets, mais ça peut être aussi une observation de concept. Un exemple. Lorsque vous êtes dans un cercle professionnel, il y a toujours quelqu'un qui détient le pouvoir. Alors oui, on a le patron parce que c'est sa place hiérarchique, mais dans tous les groupes, vous avez des individus qui sont plus ou moins meneurs, qui ont une aura de présence, de pouvoir, et qui vont avoir une influence plus importante que d'autres. Ça, vous pouvez essayer de le repérer. Donc ça marche aussi dans des cas un peu plus abstraits. Là, je vous ai donné quelques exemples à la volée, mais en bref, vous pouvez tenter de deviner tout un tas de choses, et vous aurez sans doute faux, en particulier au départ. Donc n'hésitez pas à le faire sur des gens que vous connaissez un minimum, pour essayer de vérifier vos hypothèses. Par contre, rappel nécessaire, vous n'êtes pas un vieux stalker s'il vous plaît. Vous n'êtes pas un vieux stalker hyper gênant, vous êtes correct, vous êtes courtois et surtout vous n'êtes pas insistant. Le but c'est d'être observateur, pas obsédé, donc pas besoin de passer pour un énorme détraqué, on en a déjà suffisamment dehors, merci de ne pas renforcer les effectifs des vieux tarés. Voilà, rappel important et nécessaire. Une fois que votre curiosité est au maximum, que vous avez des capacités d'observation qui sont particulièrement affûtées, il va falloir en faire quelque chose.
Et c'est là qu'on arrive à l'expérimentation permanente. Vous devez faire en sorte d'apprendre par l'expérience. Je vous disais en introduction que De Vinci est connu pour tout un tas de choses, mais aussi pour la montagne de projets qui ont échoué. Il fonctionnait par essai-erreur. Chaque échec a permis de nourrir les œuvres pour lesquelles on le reconnaît encore aujourd'hui. Il a pris son apprentissage comme un travail de laboratoire. Gaëtan vous en a parlé un petit peu dans son dernier épisode sur le Personal MBA, l'importance de mettre en œuvre. Et j'ai vu une phrase qui résume bien, je trouve, le cas dont on parle, c'est « Si vous saviez que vous n'étiez qu'à 30 échecs de réussir, à quelle vitesse iriez-vous pour échouer ?» Je vous dis 30, mais en vrai, peu importe. Le nombre en réalité, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que tout prendra du temps, mais qu'il vous faudra expérimenter un nombre incalculable de fois pour y arriver. Mais en faisant ça, vous évoluez. Il y a là-dedans une idée de synthèse créative. Autrement dit, pour comprendre, on expérimente, on produit, et c'est comme ça que les idées se connectent, les idées se mélangent, et on va pouvoir apprendre vraiment, même si on échoue. Et en vrai, c'est assez formidable comme concept quand on y pense, parce que même si vous avez raté, vous avez quand même appris un truc. C'est assez génial. Ça demande évidemment un peu de recul sur soi, mais dans l'absolu, c'est génial. Je vais vous donner un exemple hyper simple, de nouveau, que vous connaissez parfaitement. C'est le podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Si vous écoutez ce qu'on a fait avec Gaëtan, ça fait 4 ans qu'on fait des épisodes. Les premiers épisodes, ils étaient nuls, mais nuls. Enfin, les épisodes, ils n'étaient pas nuls en tant que tels. Nous étions, mais nuls comme pas possible. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux, il faut le dire. Mais si on continue le projet encore, 5 ans, 10 ans, l'épisode que je suis en train de vous faire là, il aura sans doute bien veillé en termes de contenu et d'idées, mais en termes de forme, en termes de rythme, de phrasé, l'énergie, etc., il se peut qu'il soit absolument catastrophique. Sauf que, en faisant l'épisode que je suis en train de vous faire, j'expérimente moi-même ma pratique du podcast, et en plus de ça, je synthétise mes idées, je produis, et donc, j'apprends. La dernière chose que je pense assez essentielle et donc je voudrais vous parler, c'est la raison qui fait que ce simple Léonard est devenu le De Vinci de génie qu'on connaît. Cette chose, c'est la transversalité. Être peintre, inventeur, ingénieur, architecte, mathématicien, biologiste, etc., tout à la fois, c'est possible grâce à la transversalité. On a eu, avec l'évolution du travail, avec l'innovation, un besoin de spécialistes et d'expertise pour arriver à de la précision dans les réponses aux nouveaux problèmes qu'on a pu rencontrer. On aura toujours besoin de spécialistes. Ces spécialistes, leur fonction va être amenée peut-être à changer ou à s'exercer différemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des évolutions notamment technologiques. Je parle évidemment de l'intelligence artificielle qui vient modifier l'exercice d'un certain nombre de spécialités. Vous pouvez écouter nos épisodes sur l'IA si le sujet vous intéresse, mais on aura donc toujours besoin de spécialistes. Cependant, avec le développement des ultra-expertises, la capacité à avoir une image d'ensemble, la capacité à créer des ponts, la capacité à relier des domaines, c'est quelque chose qui devient plus rare et donc plus précieux. Une personne qui réussit à avoir une forme de transversalité, elle pourrait théoriquement faire preuve d'une meilleure créativité en faisant intervenir des éléments de plusieurs domaines connus d'elle seule, ou du moins desquels elle a des appétences particulières. Par extension, on a donc une meilleure capacité de résolution de problèmes en faisant intervenir des idées, des concepts, des méthodes, des solutions d'un domaine qui n'a initialement pas grand-chose à voir avec celui que l'on est en train de traiter. En poussant un peu cette réflexion, la capacité de résolution de nouveaux problèmes, la transversalité, elles vont développer la créativité. Et en développant tout ça, on peut être amené à avoir des innovations qui n'auraient pas forcément vu le jour autrement. Un des meilleurs exemples, je pense, c'est que je vous raconte une anecdote que j'ai vécue. J'ai eu l'occasion un jour de rencontrer un chercheur qui travaillait sur le développement d'un nouveau médicament contre le cancer. Son médicament, il le développait en utilisant une technique de manipulation génétique bien particulière, couplée à des propriétés d'une microalgue bien spécifique. Et quand on lui a posé la question « mais d'où elle sort cette idée, d'où ça sort de combiner tout ça ?» Eh bien, il nous a dit qu'en fait, il avait, dans une autre vie, travaillé avec ces techniques-là
sur d'autres thématiques, mais que c'était une technique qui n'avait jamais utilisée dans ce contexte-là, avec ces microalgues-là, pour tenter de créer ce nouveau médicament. Et c'est pas rien, parce que, en utilisant cette technique-là, il avait réussi à renforcer drastiquement l'efficacité de la molécule qu'il était en train de développer, qu'il était en train d'étudier pour ce médicament contre le cancer. Cet exemple-là, pour moi, c'est l'épitome de la transversalité, de la créativité et de la résolution de problèmes. Et pourtant, vous voyez bien qu'on est dès le départ dans un domaine d'ultra-expertise, le développement de médicaments pour le cancer. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas nécessairement chercheur, et moi je ne le suis pas non plus. Mais ça donne une illustration parfaite de ce que je suis en train de vous raconter. Être en capacité d'être transverse, ça permet de développer une vraie adaptabilité sur les problèmes que vous allez rencontrer. Et d'ailleurs, sur le long terme, ça vous permet même d'avoir une meilleure résilience, notamment en termes de carrière. Parce que on va avoir des technologies qui vont évoluer, des méthodes de travail qui vont changer. Mais c'est pas réservé uniquement au monde technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça peut être une mode, par exemple, qui change. Ça peut être une audience qui veut voir un autre type de contenu. Ça peut être un public qui veut consommer de la culture, du théâtre, du cinéma différemment. Ça peut être un mouvement de fond avec la société qui prend un tournant un petit peu différent. Être transverse, ça vous rend adaptable, ça vous rend résilient. Mais ça va encore plus loin. Parce que si vous êtes celui ou celle qui a le rôle de créer les ponts, ça vous met en position d'encadrement. Pourquoi ? Ça vous permet de coordonner pour la simple et bonne raison que vous faites partie de ceux qui sont capables de comprendre le langage des deux rives. Et vous êtes capable d'unir ces rives au milieu du pont. Vous êtes littéralement dans une place de leadership qui est plus appuyée et vous êtes même potentiellement dans la capacité de créer une nouvelle expertise. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne voulez pas être spécialiste, il suffit tout simplement de reprendre tout ce que je vous dis depuis le début de l'épisode. Vous développez une capacité d'apprentissage, vous développez une capacité de compréhension plus élevée que les autres, et vous devenez le nouveau roi du pétrole. Quand on y pense 2 minutes, cette transversalité, ces analogies, elles existaient déjà. C'est pas un truc que j'invente pour vous pondre un épisode un peu sympa. Comme je l'évoquais il y a 2 minutes, c'est déjà des expertises, des nouvelles expertises qui ont été créées comme ça. On a le marketing qui a fait appel à la psychologie pour inventer le neuromarketing. On a l'IA et l'apprentissage qui ont changé en termes de pédagogie pour avoir l'apprentissage augmenté. On a l'urbanisme, on a le climat, on a créé le bioclimatisme, dont je vous ai déjà parlé. La liste des exemples, on pourrait l'étendre encore longtemps. Ce que je vous raconte là, c'est donc pas juste un concept un peu sympa sur papier, c'est un truc réel qui existe. La capacité à faire des analogies entre les domaines vous permet d'étendre votre propre compréhension du monde et ça va faire bosser votre cerveau à trouver des patterns. Et avec ça, ça vous poussera peut-être, dans certaines conditions, à avoir de nouvelles idées un peu brillantes que vous n'auriez peut-être pas eues. Et donc, éventuellement, à créer de nouvelles expertises. En le captant dès maintenant, en l'apprivoisant et en vous en rendant capable, vous partez donc avec un atout stratégique majeur sur tout ce qui vous entoure, que ce soit dans le monde pro ou pour de la compréhension perso. Sauf que pour faire ça, il faut aussi les 3 autres éléments dont je vous ai parlé plus haut. La curiosité, elle vous pousse à observer, ce qui vous amène à expérimenter, puis à relier les domaines entre eux. Et hop, la boucle est bouclée. Si vous avez ces 4 éléments, curiosité, observation, expérimentation et transversalité, vous allez pouvoir incarner votre apprentissage et incarner un état d'esprit. Alors je vous dis pas que ce sera fun 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous serez toujours intéressé vraiment partout. Ce sera probablement pas le cas, c'est pas un problème. L'idée, c'est vraiment de pouvoir adopter une philosophie d'approche de votre apprentissage, c'est de faire en sorte qu'il s'incarne au quotidien, dans le corps, dans le cœur et surtout dans l'esprit. Je vous ai donné quelques exercices qui peuvent vous aider à développer ces compétences, ces différents axes. On va continuer à vous faire des épisodes qui vont dans ce sens pour vous accompagner dans cette aventure. On essaye d'aborder un peu tout de ce qui pourrait vous permettre de personnifier un apprentissage et qui vous ferait aller vers cet idéal de devenir De Vinci. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas le personnage qui nous intéresse, mais ce qu'il représente, l'image du génie absolu. Le but, c'est absolument pas d'être un génie en soi. Et je suis pas sûr que ça aurait un intérêt, hormis de flatter nos égos, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais le but, c'est pas ça dans l'absolu. Le but, c'est surtout de s'exposer à de nouveaux modèles mentaux. Ce que l'on vous souhaite, c'est tout simplement de devenir architecte de votre intelligence,
architecte de votre espace mental et de devenir bâtisseur de votre propre forme de génie. Parce que si vous êtes capable de ça, alors vous serez capable de comprendre le monde, vous serez capable de penser et ça évitera que d'autres ne pensent à votre place. Merci à tous, c'était Jules. N'oubliez pas de nous suivre sur les différentes plateformes de streaming, de partager cet épisode. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.